m'appelle Emmanuel Marcini, je suis avocat au barreau de Paris depuis un peu plus de 20 ans. Je me consacre entièrement et exclusivement aux affaires pénales. Je la définirais comme un moment privilégié pour l'avocat, puisque ça fait partie de ces rares moments dans le procès pénal, mais également dans la vie en général, où on peut parler sans être interrompu et disposer du temps nécessaire pour convaincre, qui permet à l'avocat, à la fin des débats, de convaincre les magistrats devant lesquels il plaide pour le compte de son client, d'entendre certains points factuels, certains points de droit. La plaidoirie, c'est la force de conviction au service d'une défense. J'ai prêté serment relativement jeune, puisque j'avais 23 ans. J'étais collaborateur dès mes débuts, et la première plaidoirie que j'ai faite, d'abord je ne m'en souviens absolument pas, et c'était nécessairement pour le compte du patron, qui est mon maître de stage de l'époque. Je me souviens en revanche de ma première plaidoirie, en ce sens que je me souviens de la première fois où j'ai un souvenir, où j'ai plaidé, et ce que ça a suscité chez moi, la manière dont j'ai peut-être évolué par la suite, ça je m'en souviens très précisément. Oui. C'était en 1995, j'étais tout jeune avocat, j'avais quelques mois de palais et j'avais été désigné dans une affaire criminelle assez complexe qui se passait dans la région d'Annecy. Un cadavre avait été retrouvé à l'arrière de son véhicule, en chien de fusil, les mains derrière le dos. Manifestement, ses mains avaient été liées, mais les liens n'étaient plus là. Et la cause de la mort était double, un enfoncement du crâne, qui en soi, disaient les médecins légistes, avait entraîné la mort très rapidement, ainsi que des coups de feu tirés dans la tête, qui en eux-mêmes, les coups de feu, étaient de nature à entraîner la mort très vite, sans que l'on sache si les coups de feu avaient été tirés avant ou après le coup. En tout cas, coup porté, mort quasi instantanée. Et les médecins légistes, quand ils avaient trouvé le corps, avaient déterminé qu'en raison de la rigidité cadavérique, la mort remontait au maximum 48 heures à 72 heures avant la découverte du corps. Donc c'est donc un élément, je dirais, scientifique, objectif, assez important. Et mon client avait reconnu, pour faire simple, avoir effectivement participé à une altercation avec la victime, mais plus de 8 jours avant la découverte du corps. Et dans les 48 heures à 72 heures avant la découverte du corps, qui était censé dater les faits, les coups mortels, il était établi, sans aucune discussion possible, qu'il ne pouvait pas être l'auteur, en tout cas, de ces coups 48 heures ou 72 heures avant. Et il était incarcéré, j'ai été désigné pour sa défense, et mon premier vrai souvenir de plaidoirie, ce n'est pas devant une juridiction de jugement, mais devant ce qui s'appelait à l'époque la chambre d'accusation, sur un contentieux de la liberté. Puisqu'il avait demandé sa liberté, qui lui avait été refusée par le juge, et il avait interjeté appel. Et je descends à Chambéry, à la chambre d'accusation de Chambéry. Je connaissais mon dossier sur le bout des doigts, et j'étais intimement convaincu que j'allais réussir à le sortir de prison, au motif qu'il apparaissait indiscutable qu'il ne pouvait pas être l'auteur des coups mortels, même s'il avait participé à une altercation quelques jours avant. Et je rentre dans cette salle, et c'était la salle de la cour d'assises, mais occupée par la chambre d'accusation. L'accusé, enfin le prévenu, rentre dans la salle entre deux gendarmes, la cour rentre et fait un rappel des faits, et la parole m'est donnée. Et donc je me lève, j'avais préparé, je pense, solidement les arguments à développer, et je commence à plaider, et au bout de 10 minutes, le président, qui manifestement était pas occupé à autre chose, parce qu'il il écoutait, mais je pense qu'il avait déjà une idée préconçue sur tout ça, ne m'interrompt pas vraiment, mais lève la tête et regarde le prévenu dans le box, qui était juste derrière moi, pendant que je plaidais, et lui dit « Mais enfin, monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?» Et ça a été pour moi, cette remarque de ce président, un élément fort et fondateur, si je puis dire,
puisque là j'ai compris que le métier d'avocat, surtout le métier d'avocat pénaliste, n'était pas simple. Je ne pensais pas qu'il était au début, hein, mais que dans la réalité c'était encore plus complexe, et qu'il faudrait lutter contre le prêt-à-penser, le préjugement, le raisonnement vite fait, des gens qui ne vont pas nécessairement au fond des choses. J'étais très impatient, très excité, comme vous pouvez l'imaginer. Parce que quand on croit à un dossier, à une défense, on a envie d'en découdre et on a envie de dire ce que l'on pense d'un dossier, qu'on a travaillé. Et j'étais anxieux nécessairement, comme on peut l'être quand on est jeune avocat et que l'on commence, mais aussi très, très impatient de pouvoir défendre, parce que c'est vraiment ce qui m'animait et ce qui m'anime toujours d'ailleurs. La meilleure façon de préparer une plaidoirie, hein, c'est de connaître parfaitement son dossier. Et c'est de ne surtout pas s'enfermer, en tout cas avant l'audience. De préparer une plaidoirie avant l'audience, ça n'a strictement aucun sens. Parce qu'une audience, ça vit, ça bouge. Vous pouvez parfois avoir le sentiment avant l'audience que c'est sur tel et tel point qu'éventuellement la culpabilité de votre client va être jugée, et vous vous rendez compte que les magistrats, en fait, tiquent plus, comme on dit, sur un point qui pouvait vous apparaître plus accessoire ou plus annexe. Donc il faut ne pas perdre de vue, il ne faut pas plaider pour soi. Il faut plaider, bien évidemment pour le client, mais il faut surtout plaider, encore une fois, pour convaincre, et il faut réussir à déterminer, chez les magistrats, ce qui va être important pour eux. Et il y a certains magistrats, qui sont d'ailleurs parfois critiqués, qui n'hésitent pas à faire état, pendant l'audience, de ce qu'ils pensent. Je crois, moi, au contraire, que c'est une bonne chose. Parce que vaut mieux qu'un magistrat vous dise, pendant l'audience, ce qu'il pense, et qu'il dise, mais écoutez, c'est un argument qui ne me convainc pas. Comme ça, vous savez que ce sur quoi il faut axer sa plaidoirie. Donc, comment est-ce qu'on prépare sa plaidoirie? En connaissant parfaitement son dossier, et puis ensuite, en ayant au moins un plan. Parce que le plus dur est d'organiser ses idées, parce qu'on peut avoir plein d'idées, plein d'arguments, plus ou moins bons, mais il faut les organiser pour qu'il y ait une démonstration, et pour que la plaidoirie reste agréable, parce que s'il est agréable, ça participera à la force de conviction. Il faut que les gens qui vous écoutent suivent votre raisonnement, vous puissiez les embarquer et les emmener dans votre raisonnement pour qu'ils y adhèrent et qu'ils l'achètent, hein, qu'ils soient sensibles ou sensibilisés aux arguments. Donc la première plaidoirie, on la prépare en connaissant parfaitement son dossier. Moi, je n'ai jamais écrit une seule plaidoirie, jamais, parce que j'estime que dans cet exercice, il faut être libre. Quand on est un avocat pénaliste, il faut être libre, et il faut être libre également de ses propres notes. Parce que vous savez que la pensée se forme souvent en parlant. D'ailleurs, si vous réfléchissez à un sujet et que vous y réfléchissez par écrit, vous n'arriverez peut-être pas nécessairement à la même conclusion, oui, mais dans la manière de l'argumenter. Et si vous réfléchissez à un sujet, faites du brainstorming, comme on dit, avec des amis, avec des confrères, eh bien, au cours de la discussion, la parole participe de la création, hein, de la pensée. D'ailleurs, il arrive que quand on plaide, on ait des idées en plaidant auxquelles on n'a pas pensé. Alors ça peut être dangereux, parce que si on ne sait pas où ça peut nous mener, parce que c'est sans filet, et il peut nous arriver, à nous autres avocats pénalistes, tout en plaidant, de réfléchir à des arguments qui viennent pendant qu'on plaide, et donc on a en fait deux choses en même temps, on parle, on expose, et une idée vient, et en même temps on l'analyse pour voir un peu quel impact, et voir si on peut s'en servir. Donc la première plaidoirie, je l'ai préparée en connaissant parfaitement mon dossier, et avec une idée en tête, qui était l'idée de démontrer que mon client ne pouvait matériellement pas être responsable de la mort de cet homme, et qu'il n'y avait par conséquent aucune raison de le maintenir en détention. C'est comme ça que je l'ai préparé. Ce que ça a donné, a priori, c'était pas terrible, puisque il n'a pas été libéré. Je n'ai jamais écrit une plaidoirie. J'ai écrit des plans pour simplement organiser les idées.
pour suivre un fil rouge, hein, et puis parfois avec des pièces techniques, avec des choses, mais je n'ai jamais écrit une plaidoirie. Donc je n'ai donc jamais appris par cœur une plaidoirie, pour cause, et je pense que c'est une très mauvaise pratique, un très mauvais conseil que d'apprendre par cœur. Parce qu'on perd en spontanéité. La plaidoirie, il faut que ça apparaisse spontané, sincère, il faut que ça coule. Et quand on apprend par cœur une plaidoirie, alors après on peut répéter, mais nous ne sommes pas des acteurs de théâtre. Les avocats ne sont pas des acteurs de théâtre, ils ne sont pas des acteurs. Ce sont des auxiliaires de justice, ce sont des gens qui occupent une fonction particulière dans le procès pénal. Ce qu'on leur demande, c'est de convaincre. Et je pense que la liberté de ton, ça c'est sur le fond, mais sur la forme, il faut être libre de pouvoir faire ce qu'on veut. Et quand on est trop enfermé dans une plaidoirie qu'on a écrite, voilà. Et puis, de préparer un texte à l'écrit, ça ne donnera jamais un texte improvisé. Jamais. Parce que les ressorts ne sont pas les mêmes, les ressorts de l'écriture ne sont pas nécessairement les mêmes ressorts que la plaidoirie, et il y a des choses, il faut laisser de la spontanéité, il faut que ça sorte du ventre et des tripes quand vous défendez quelqu'un. Quand on dit qu'il faut mettre ses tripes sur la table, parce que c'est vrai, et on peut sortir en nage une plaidoirie, parce que c'est également une épreuve physique, quand on peut plaider 1 heure, 2 heures, il ne faut pas non plus que ce soit trop long, il faut que ce soit le bon timing, mais non, il ne faut pas apprendre par cœur. En tout cas, moi, je le déconseille au plus haut point, et j'ai rarement vu des gens qui avaient appris par cœur donner quelque chose où on voit que les gens sont investis personnellement. Non, ça c'est un très mauvais conseil selon moi. Les effets de manche, c'est un peu la tarte à la crème, c'est un peu l'image d'Épinal, de l'avocat, voilà, qui lève les bras, qui crie, qui fait des choses. Je n'en sais rien. Pour tout vous dire, il n'y a pas 2 plaidoiries qui se ressemblent. Il peut y avoir des plaidoiries sur le ton de la confidence, en fonction de la nature du dossier, de sa complexité, de sa sensibilité. Il peut y avoir des plaidoiries plus éruptives, en fonction, effectivement, du dossier, de l'injustice, des circonstances. Et je ne crois pas aux effets de manche. Je ne crois pas à la théâtralité. Ou vous êtes théâtral ou vous ne l'êtes pas. Et vous plaidez aussi en fonction de votre personnalité. Et il ne faut pas essayer de copier les autres. Ça, nécessairement, nous sommes inspirés par nos anciens, par ce qu'on a pu voir. On glane, et nous, les avocats pénalistes, on se nourrit de plein de choses, de l'extérieur, du monde extérieur. Parce que si vous êtes déconnecté du monde extérieur, vous ne pouvez pas. Donc il y a des codes. Mais la plaidoirie théâtrale, non, vous savez, sur les dessins de Daumier, très belle plaidoirie, mais et-moi maître. L'avocat n'est pas là pour se faire plaisir, il n'est pas là pour parler de lui, ou alors de manière très anecdotique, si ça peut servir son client et la cause qu'il défend. Non. Est-ce que parfois on est théâtral sans le vouloir? Peut-être. Est-ce qu'il faut parfois choquer? Et la puissance du verbe est énorme. Et la gestuelle participe également de la démonstration. Après, c'est chacun sa nature. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un avocat est théâtral. Si un avocat est théâtral, en tout cas, si on disait ça de moi, je ne prendrais pas ça pour un compliment. Alors à l'école des avocats, on a des ateliers, on nous fait plaider, on apprend, mais quand on est passionné par le droit pénal, je pense que tous les étudiants sont allés parcourir les salles d'audience, regarder, sont nourris. C'est sûr qu'on est nécessairement influencé. Est-ce qu'il y en a un qui vous influence? La réponse est non. Ou alors c'est pas bon, parce qu'à ce moment-là, on est dans la copie. Et la copie, ça peut jamais être l'original. Non, qu'on s'inspire et qu'on se nourrisse, oui. Que pour sa première plaidoirie, on pense à ce qu'on a pu voir et à la manière de faire, c'est évident. Il y a des confrères de très grande qualité, des grands plaideurs que tout le monde connaît. Henri Leclerc, Jean-Louis Pelletier, je pourrais en citer plein, m'ont nécessairement influencé, mais je n'ai jamais essayé d'en copier aucun d'entre eux, d'abord parce que j'en aurais pas eu le talent, et puis qu'ensuite, ce n'est pas dans ma nature.
Alors, je ne prépare jamais ma plaidoirie avec le client. Jamais. On peut se mettre d'accord, bien évidemment, sur ce que l'on va plaider, sur certains arguments, et encore, j'estime que c'est notre liberté de conseil. Il peut m'arriver aussi, je ne suis pas le seul, de plaider et d'engueuler le client. Notamment quand le client a fait des déclarations qui n'étaient pas les bonnes, qu'il a été son principal accusateur, que sa manière de se comporter, il n'a pas aidé son avocat, donc il peut nous arriver de nous tourner, par exemple, vers le client dans les cours d'assises pour lui dire certaines vérités, parce que nous estimons que ça participe aussi de la compréhension et du fait que les jurés ont besoin aussi de comprendre que l'avocat n'est pas la voie servile et enfermée par un système de défense. L'avocat a aussi son libre arbitre, son discernement, et il n'est pas obligé d'épouser nécessairement toutes les déclarations de son client. C'est aussi ce qui fait sa force et sa crédibilité, et son pouvoir de conviction. Donc avec le client, non, moi, je ne prépare pas les plaidoiries avec le client, ce n'est pas son rôle, pas du tout. Sur le fond, c'est sûr que si le client vous dit « je suis innocent » et que vous voulez plaider coupable, là, oui, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Mais il est déjà arrivé que des clients plaident coupables et que l'avocat plaide non coupable. Hein. C'est déjà arrivé dans les affaires criminelles. Hein. Et parce que deux frères, l'un s'accusait du crime alors qu'il était évident que tout portait vers l'autre, et l'avocat de dire « moi monsieur, je refuse en mon âme et conscience de plaider que vous êtes coupable. Dites-le si vous voulez, mais si vous voulez que je plaide pour vous, je plaiderai ce que je veux. » Ça, en revanche, ça c'est certain. Il faut simplement s'assurer que si on n'est pas d'accord en phase avec le client, on puisse tout de même plaider ce qu'on veut. Surtout que, et notamment dans les affaires criminelles, il y a souvent des gens qui, confrontés à l'horreur du crime, sont incapables d'expliquer la raison du crime, les raisons pour lesquelles ils ont commis un crime, et que quand l'avocat pénaliste peut, au minimum, être celui qui va pouvoir mettre des mots à peu près justes sur l'état d'esprit qui était celui du criminel, dans les semaines ayant précédé l'acte ou le crime, ou après, ou même pendant, c'est déjà énorme. Et pour ceux qui sont condamnés, et pour les parties civiles, et pour l'ensemble des acteurs du procès pénal, quand l'avocat arrive, dans certains cas, à mettre des mots sur des crimes horribles, pour rendre un peu d'humanité, parce que souvent les hommes que nous défendons, lorsque le crime est trop horrible, ils disparaissent devant l'horreur du crime, parce qu'on ne voit que ça. Ce qui est normal, ce qui est humain. Mais on juge certains crimes, mais on juge un homme qui l'a commis. On ne juge pas le crime en lui-même, mais l'homme qui a commis le crime. Et ça, il faut parfois, au contraire, mettre de la distance entre son client et le moment où on va plaider, pour être capable de dire des choses objectives avec un peu de recul. On est nécessairement anxieux au regard de l'enjeu, parce qu'il est vrai que sur des réquisitions très lourdes, par exemple, de perpétuité, de peine encore, enfin, de peine longue, quand vous défendez quelqu'un qui conteste le crime, l'angoisse, le stress, si vous voulez, c'est surtout de se dire, mais est-ce que finalement, je ne vais pas être à l'origine d'une erreur judiciaire? Ou est-ce que je vais faire suffisamment bien mon travail pour que l'innocence soit reconnue? L'angoisse, elle vient de là. Et elle peut exister. Mais elle est, en tout cas en ce qui me concerne, plutôt un moteur, plutôt qu'un frein. Et de toute façon, une fois que vous êtes lancé, passez les 2 premières minutes, ça disparaît totalement et vous êtes totalement dans votre tentative de démonstration et de conviction. Il est évident que si je plaidais aujourd'hui cette affaire, je la plaiderais, je pense, différemment. Les arguments seraient peut-être les mêmes, mais sur la manière d'aborder les choses, ça c'est évident. Je suis incapable de vous dire si ce serait mieux maintenant ou si c'était... Vous voyez, je n'en sais rien.
c'est évident qu'on change. Et les avocats pénalistes, il est vrai, on ne plaide nécessairement pas de la même manière avec 40 ans d'expérience qu'avec 30, qu'avec 20 ou qu'avec 10. Mais à chaque âge, il y a des bonnes choses ou des travers. Quand on vieillit, tout le monde dit qu'on devient plus long, que les avocats pénalistes n'arrivent pas à terminer. D'ailleurs, on le voit quand on est dans les salles d'audience, nous les professionnels, quand un confrère n'arrive pas à terminer une plaidoirie, on s'en rend compte. On le comprend. Quand on est jeune, on est peut-être, on prend peut-être moins son temps. Après, il y a quand même des conseils de base quand même pour plaider. Hein, il faut prendre son temps, il faut structurer sa pensée, il faut quand même avoir un plan, savoir où on veut, ce qu'on veut démontrer, comme quelques règles de base. Après, vous savez, un jour on est dedans, comme on dit, et puis un jour on n'est pas dedans, ça arrive. Hein, vous savez, heureusement que nous ne sommes pas des machines à plaider, et que l'humain entre aussi en ligne de compte. Hein, on est parfois... mais on le sent. C'est très curieux, hein. Et tous les confrères pénalistes vous le diront. On le sent après avoir plaidé si on a touché, comme on dit, ou pas. Ou si à un moment on était en perte de conviction, ça se sent. Je pense qu'on arrive quand même à être objectif avec soi-même. Ce sont des métiers où, une fois qu'on a assimilé son dossier et qu'on le connaît par cœur, ça c'est la base, hein, on ne peut donner et transmettre que ce qu'on est vraiment. Et si on essaie d'être quelqu'un d'autre, on passera à côté. Nécessairement, il a des qualités, ce jeune confrère, il faut qu'il les exploite, mais il faut qu'il soit lui-même. S'il estime qu'il doit plaider 10 minutes, il faut qu'il plaide 10 minutes. S'il estime... Voilà. Sur la forme, finalement, c'est pas très grave. Si vous dites des choses intelligentes, c'est pas très grave. En revanche, on pourra toujours vous pardonner la forme, si vous êtes jeune avocat, mais pas le fond. Vous ne pouvez pas raconter des conneries. Parce que là, on se dira, il y a un manque de travail, ou ça, c'est un problème. La forme, c'est pas très grave, ça se travaille, ça vient, donc il ne faut surtout pas qu'il s'inquiète sur la forme, il faut qu'il ait des idées claires, solides, ce qu'il sache précisément vouloir démontrer, la manière dont il veut le démontrer, la forme nécessairement suivra, et elle sera bonne.